Merci à tous pour ces paroles de bienvenue. Nous sommes inspirés par vos commentaires et nous voulons commencer notre séance d'aujourd'hui. Construire les villes que nous voulons avec nos orateurs, Helen Kerr, coprésidente de Kerr Smith Design et faculté de l'environnement, Université de Waterloo. Dans la séance d'aujourd'hui, Hélène va nous aider à réfléchir sur la question suivante. Comment pouvons-nous nous préparer aux turbulences à venir tout en veillant à créer des lieux urbains sains, prospères et régénérateurs? Cette session examinera les approches systémiques et interdisciplinaires de l'avenir urbain en tant que voie à suivre. Nous sommes honorés d'avoir Hélène ici en personne. Et avant de lui souhaiter la bienvenue, nous aimerions partager des informations avec vous sur elle. Elle a plus de 25 d'expérience en tant que leader de l'un des groupes chercheurs et sociétés de recherche les plus importantes. Elle a des études en recherche, en conception de la recherche et de construction de stratégies. Elle a euh, 40 brevets reconnus par le gouvernement canadien en tant que travail expérimental. Elle se centre sur des problèmes très complexes et c'est ce qu'elle a fait tout au long de sa carrière. Elle a donné des cours, elle a fait des recherches en innovation, en conception. En mai 2012, elle a fait un documentaire qui s'appelait Les grands esprits de la conception. Elle a reçu différents prix cette année de l'Académie des sciences. Soyez les bienvenus, Karen. Merci beaucoup. Vous m'avez fait rougir. Je voudrais vous dire que ce qui est très inspirant, c'est de recevoir ce message de gratitude. C'est quelque chose à laquelle nous devrions réfléchir. Et je connais aussi le nez et je connais aussi l'engagement de l'Université de Waterloo vis-à-vis les ODD et l'intention de continuer d'aller de l'avant et de faire des choses incroyables ensemble. Je l'ai, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je sais que c'est vrai. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui des villes, mais aussi de l'avenir. Nous vivons dans un moment assez turbulent. Tout le monde le sait, ce n'est pas une surprise. Mais rentrons un petit peu dans les détails ce matin et pensons à ce que cela signifie pour les villes et pour le travail que vous faites aussi. Je suis une personne qui pratique le visionnement de l'avenir, c'est-à-dire je pense à l'avenir tout le temps alors que je m'exerce dans mes pratiques professionnelles au présent. On nous demande de nous préparer pour l'avenir que nous voulons. Donc, il est très important de penser vers où nous voulons aller et penser au futur que nous voulons et au futur que nous aurons, qu'on le veuille ou pas. Et à ce moment de l'histoire, nous allons non seulement faire cela, mais nous devons admettre que c'est une lutte, que c'est difficile. Vous pourriez dire que nous sommes dans un moment de crise. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons des aspects qui se sont aggravés et qui constituent un défi à nous tous. Alors, examinons ce qui a créé cette situation. Quand je pense à l'avenir, je pense aux conditions que peuvent avoir un impact sur le court terme. Et parlons de ces conditions-là. La première chose, hein, et, et ce n'est pas une surprise, c'est que le Canada est une société qui vieillit. Le monde entier vieillit. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous avons beaucoup d'expérience, de sagesse, oui, c'est vrai, mais il y a aussi les défis auxquels sont confrontées les populations qui agissent. Donc, levez votre main si vous avez moins de 40 ans. Oui, vous êtes nombreux. Donc, d'ici 20 ans, vous allez commencer à sentir l'effet de la vieillesse. Certains d'entre vous auront 65 ans et c'est assez fréquent lorsque les gens passent à la retraite. Et, et c'est une grande partie de la population euh,
qui est plus âgé. Et comment cela va nous changer? Il faut y penser, hein, et la façon dont cela va avoir un impact sur les vies. Et nous vivons aussi un moment incroyable du point de vue de la technologie. Nous avons l'automatisation partout. Nous avons beaucoup d'applications qui aident toutes ces personnes de façon efficace. Et nous avons un changement très rapide en ce qui concerne l'intelligence artificielle qui commence à prendre de l'élan dans beaucoup d'environnements, mais c'est aussi un défi. Et qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que l'IA continue à évoluer dans notre monde? Bon, Elon Musk, une personne à qui je ne demanderai pas conseil nécessairement, il pourrait nous dire que tous les emplois seront éliminés d'ici 2030. Donc, c'est c'est très, c'est bientôt. Et qu'est-ce que nous allons faire, hein, pour remplacer euh, ces emplois, si tous ces emplois vont disparaître? Nous savons que beaucoup de richesses ont été générées grâce à cette manne technologique. Cela constitue un don, mais euh, nous devons aussi voir quelle sera la situation de distribution de cette richesse parce qu'elle risque de se concentrer sur une poignée de personnes et pas sur le monde entier. Nous savons qu'il y a eu dans le monde des guerres qui nous préoccupent. Celles que nous connaissons, auxquelles nous faisons attention, sont là. Il y en a d'autres qui sont un peu plus cachées, mais qui ont lieu aussi et qui ont un impact sur les personnes de façon dramatique dans des endroits comme les Soudans, euh, et autres, il y a ce type de guerre. Et dans ce rapport, nous voyons ici, dans le Forum des relations internationales, ici, ils ont fait une analyse de la situation et ils ont utilisé des couleurs pour faire un classement. Et ils ont mis en rouge les situations d'une alerte significative. Et qu'est-ce que cela signifie? Parce que c'est aux Nations Unies qui le fait. Nous sommes juste à côté des Nations Unies. Où est-ce que cela nous mène? Nous savons qu'il y a des personnes qui sont en train de fuir de ces zones catastrophiques et qui ont moins d'opportunités, qui vont faire face aux famines, qui vont être exposées à des conditions climatologiques difficiles. Et nous voyons donc qu'il y a de plus en plus d'immigration dans le monde parce que parfois les personnes se déplacent à l'intérieur des pays où ils habitent, mais très souvent ils vont au-delà de leurs frontières. Et nous savons que l'une des causes de cela est le climat extrême que nous pouvons voir de plus en plus fréquemment. Hier, il y a eu un cyclone majeur au Bangladesh et dans les jours de mémorial, il y a eu donc une tempête terrible aux États-Unis. Donc voilà. Hier, d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un qui était dans la zone affectée. Vous êtes dans la zone de l'ouragan? Oh, non, non, ou peut-être dans le où il y a eu la tornade, hein, non? Ce sont des choses différentes, mais en tout cas, ce sont des événements climatologiques extrêmes. Cela aurait pu être pire, mais il y a des retombées qui sont significatives sur euh, nos maisons, sur nos moyens de transport, etc. Et en fait, le changement climatique est une menace si importante pour l'avenir du monde que le Forum économique mondial s'est penché sur la question et c'est un forum avec des idées assez libérales et il prévoit quels seront les 10 risques les plus importants et ils ont identifié par exemple le manque d'informations ou des informations fausses ou des événements climatiques extrêmes. Et au-delà de 10 ans, ils ont identifié cinq défis. Et ces défis sont tous liés à la question climatique, le climat extrême, la perte de la biodiversité, la pollution. Alors, 5 sur 10 de ces risques clés
sont liées à la pression qui est exercée sur l'environnement. Et c'est vraiment sérieux. Est-ce que les gens sont préparés pour tout ça? Je n'en suis pas sûre. Un autre élément que nous analysons assez régulièrement est la santé et comment la santé et les trajectoires de santé évoluent. Nous savons tous que la pandémie a été un moment très difficile pour tous. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient préparées pour cette pandémie? Combien d'entre vous l'étiez? Très peu. Je ne vois pas de main levée. Alors, comme une personne qui se projette sur l'avenir, nous avons dit à personne, oh non, non, cela n'aura jamais lieu, c'est une chose extrême. Pourquoi pensez-vous que cela peut avoir? Mais attention, c'est une question critique à laquelle il faut penser. Est-ce que cela va euh, avoir lieu à l'avenir une autre fois? Ben, oui, évidemment. Est-ce que vous êtes préparé? Pas tout à fait. Alors, je pense que votre secteur d'activité devrait s'y concentrer. Pensez à cette préparation. Et nous avons également une crise qui est devenue une polycrise euh, par rapport à la santé mentale, sur laquelle il n'y a aucun doute au niveau, euh, à un niveau moindre, un niveau euh, majeur. Tout le monde est préoccupé par la santé mentale. Et aussi tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on peut dire des villes? Comment est l'avenir des villes? Peut-être vous pensez que vous y avez déjà pensé, mais le travail que je fais pour mes clients et pour le gouvernement est de penser à l'intersectionnalité de toutes ces choses-là et comment nous devons répondre, que ce soit avec des politiques, que ce soit avec des produits et des services qui doivent être mis à disposition pour que les personnes puissent pouvoir être préparées à l'avenir, qu'on le veuille ou pas. Et aussi, pourquoi pas, bâtir l'avenir que l'on veut. Donc, la première chose à laquelle nous devons penser, ce sont ces éléments-là dont je vous ai parlé. Et comment pouvons-nous les appliquer dans nos actions dans les villes? Bon, il y a beaucoup de villes, comme vous le savez, pour les seniors, hein, et il y aura des personnes de plus en plus âgées à l'avenir. Mais je pense que c'est 2050. À 2050, il y aura plus de 100 000 de personnes centenaires au Canada. Et dans les 20 prochaines années, l'on s'attend à 25% de la population qui aura plus de 65 ans. C'est un quart de la population. Alors, ces personnes vont avoir besoin d'une prise en charge spécialisée et une prise en charge non seulement au niveau de la santé, mais au niveau aussi du logement. Et aujourd'hui, nous aurons un panel qui nous parlera du logement. Et lorsque l'on parle de logement maintenant tout le temps, euh, en Ontario et partout en Canada, nous devons penser au type de logement que nous voulons avoir maintenant, mais aussi les logements dont nous allons avoir besoin d'ici 20 ans. Est-ce que ce sera pareil? Est-ce que vous allez pouvoir vivre dans ce même type de maison, de logement? Quel type de soins de santé allons-nous fournir? Quel type de transport allons-nous avoir? Et au fur et à mesure que les personnes entrent dans la décennie enfin, qui ont 80 ans, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a des services euh, concentrés à proximité? Combien de personnes peuvent se déplacer de façon appropriée pour faire toutes les démarches qu'elles doivent faire à l'intérieur de leur communauté? C'est un élément à penser. Nous avons aussi mentionné la technologie, et la technologie peut aussi susciter quelques préoccupations. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons utiliser la technologie pour bâtir des villes intelligentes. Nous pouvons avoir des bâtiments intelligents qui fonctionneraient de façon plus efficace. Nous pouvons avoir recours à toutes sortes d'applications. Nous pouvons penser aux transports intelligents qui sont de plus en plus sollicités, l'utilisation des données. Nous pouvons même penser à la façon dont la nourriture sera produite dans les villes, peut-être en utilisant l'agriculture verticale ou en utilisant les données, les technologies avancées de façon appropriée. Mais l'autre côté
de la chose et que les technologies avancées peuvent être aussi utilisées pour la surveillance. Et comment on va s'y prendre? Ou la technologie peut être utilisée pour changer la relation entre les citoyens et les gouvernements. Comment devons-nous nous parler entre nous-mêmes lorsque il y a tant de technologies qui nous entourent? Et il y a aussi le potentiel pour certains risques. Et les personnes ont peur parfois des avancées de la technologie parce qu'il peut y avoir plus de robotisation. Peut-être un robot va prendre le poids qu'on avait, mais la recherche nous dit que 30% des emplois seront perdus et non pas remplacés parce que les personnes n'auront pas les compétences pour faire cette transition à la technologie. Et qu'est-ce que cela veut dire pour la ville où nous avons de la concentration d'emplois? Nous avons beaucoup de personnes nous aurons de personnes qui n'auront pas les moyens d'avoir un logement. Les personnes sans abri s'accroîtront dans le pays et nous le voyons aussi dans les zones rurales, mais en général, c'est dans les villes que nous voyons ce phénomène. Et la réponse à cela est encore insuffisante pour que ces personnes puissent avoir les conditions, le bien-être dont elles ont besoin. Et si vous habitez dans un endroit où il y a eu beaucoup de destruction, comment reconstruire cette ville? Comment construire les infrastructures essentielles pour donner des services de santé, d'eau, de nourriture et d'éducation? Donc, il y a des endroits dans le monde qui sont dans ces conditions-là, au Gaza et en Ukraine, où il y a une destruction totale Destruction du des centre de centres la des ville villes et, et des zones aux et alentours, des, parce qu'il n'y a pas la des possibilité alentours. Cela signifie d'avoir qu'il n'y avait ce qu'il plus faut, la l'infrastructure possibilité qu'il de faut. reconstruire ce dont on avait besoin, comme les infrastructures. Comment est-ce qu'on peut déménager dans ces places-là? Il y a toujours une proteste en ce qui, les gens qui, même chez nous, il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur du Canada et qui ont eu ces problèmes-là. Nous avons un grand système. La proteste est une bonne chose, mais la proteste civile, protestation civile euh, euh, donne une opinion dans nos perspectives, mais en ce qui concerne les conflits qui se multiplient, il faut comprendre qu'est-ce qui arrive parmi les gens de nos cités. Mon bureau est ici, chez Don Valley, juste à côté de Don Valley Parkway. Et même si on se prépare à changer le parcours des eaux, s'il y avait s'il y avait quelque chose comme un grand alluvion, grand débordement d'eau, on pourrait avoir la Don Valley complètement couverte d'eau, mais il y a des éléments extrêmes qui se vérifient déjà, comme par exemple un incendie qui pourrait atteindre une grande rassemblée de maisons. Ça pourrait être une préoccupation, et surtout dans l'Ontario du Sud, euh, euh, près des sources des eaux qui, euh, la plus grande partie des Canadiens ne sont pas assez assurés. Mais les gens qui ont des extrêmes, quand les extrêmes deviennent plus forts, si il y avait euh, pas de possibilité de pas de possibilité de se soigner, les gens arrivent à des moyens surtout toxiques
Au centre-ville, on pourrait rencontrer des gens qui essayent de se soigner par des médicaments à haut risque. Donc, c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Ici, c'est les mauvaises, ce que l'on veut pas. Ce que l'on veut faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces situations-là? Et quels sont les exemples de changements dont on veut parler? On veut vous donner 4 défis et vous demander si, si on veut, qu'est-ce qu'on peut adopter pour soigner tout ça? Qu'est-ce que cela signifie de s'occuper des gens? Il faut avoir euh, ici, si les dirigeants ont peur, prenez, prenez ces défis et poussez-les vers les gens qui ne veulent pas se soigner, ne veulent pas s'occuper d'eux. Je veux vous donner un exemple, la ville de Calgary. C'est une ville qui a, la ville de Calgary, par exemple, il y a eu un grand intérêt dans les maisons dans une seule famille, mais récemment, il y a eu des grands changements dans leur règlement ce qui va allouer toutes sortes de maisons, structures à l'intérieur de la ville. Par exemple, les maisons derrière les autres maisons ou bien des maisons dans plusieurs générations. C'est des changements qui sont incroyables, qui rendent la densité de la ville plus haute. Ça a été euh, porté beaucoup de batailles dans les conseils municipaux, mais euh, le zonage dans tout le Canada euh, va donner dans votre domaine, par exemple dans les maisons ou bien la santé, il va y avoir plusieurs choses qui changeront. Une une autre chose à y penser, c'est le système de pensée. Il faut se concentrer sur les aspects plus petits de la situation. Par exemple, les choses individuelles qui veulent euh, euh, veulent être soignées. Mais il faut avoir des changements de système. Il faut avoir des systèmes qui s'occupent de, qui ont euh, des façons plus radicales pour s'occuper de des villes. Par exemple, aux États-Unis, il y aura des maisons, de plusieurs maisons qui sont plus denses. Ils développent un, un système local de mettre des gens, des groupes de gens ensemble qui veulent coordonner plutôt que avoir des agences qui s'occupent des services. Plutôt que tout ça, on met tout le système va être coordonné de cette façon-là. C'était difficile à cause du fait qu'il y avait trop d'agences qui s'occupaient de toutes sortes de choses, mais et, il y a eu
il y a eu des agences qui vont coordonner leurs actions dans un système plus centralisé. On voulait avoir les gens qui déménagent vers les sources de travail. Il y avait des invalides qui allaient être soignés. Cela n'a pas éliminé le manque d'abri, mais il a fait une grande différence. Il y a eu une façon différente de s'occuper des projets. J'ai travaillé avec des groupes ici en Ontario et j'ai vu que les gens sont plus concentrés vers leur territoire, euh, mais en se mettant ensemble et en regardant tout le système, on peut faire beaucoup plus. Dans votre propre domaine, regardez ce que l'on peut faire pour se coordonner et mettre les systèmes tous ensemble pour avoir un résultat plus correct et plus utile. L'autre chose à regarder, ce que là, il faut collaborer. Comme se dit plus tôt, il faut collaborer. Je vais vous donner un projet, l'exemple d'un projet où je travaille. Je fais partie un futur de ville où on a lancé les- un institut qui s'occupe euh, faire de la recherche interdisciplinaire et où nos partenaires s'occupent de faire des recherches dans des champs différents. Si cela vous intéresse, il faut me contacter. Ouais. Une autre chose, c'est une idée de pas seulement un grand projet de recherche, mais aussi des étudiants qui s'occupent dans tous les environnements de Waterloo et qui puissent s'intéresser, se mettre ensemble et collaborer dans des projets qui puissent être connectés à un problème réel et courant. Et surtout dans diverses disciplines et pour chercher des solutions à un problème complexe. Je peux aussi vous dire d'une Ranmili, d'un projet qui est à Toronto, qui est un projet qui a plusieurs partenaires. Elle a un design, elle est une professeure aussi, et ensemble, ils s'occupent, Cadillac Fairview, qui est, qui est propriétaire de plusieurs centres d'achat à Toronto, qui avait un problème avec des espaces vides et ils ont dit, nous avons des solutions pour cet espace. Et nous avons eu un laboratoire euh, de design qui, qui a eu un projet gagnant, qui a donné aux étudiants une opportunité d'avoir un espace pour travailler. Aussi, il y avait des femmes qui sont des réfugiés, femmes qui avaient des capacités spéciales, qui s'occupaient de matériaux qui étaient non désirés et ont été transformés dans des objets utiles. De cette façon, les femmes ont acquis des capacités qu'elles pourraient utiliser pour travailler.
les compagnies qui avaient des matériaux qu'ils ne voulaient plus d'avoir une possibilité de acquérir une bonne image et il y avait un espace gratuit pour ces étudiants et ces travailleurs. Alors, ça a été un projet très utile. Finalement, il faut projeter, il faut faire des projets maintenant pour le futur. On peut faire un design pour le futur et il faut penser à ce qui arrive et le préparer dans le présent. Je veux vous donner trois exemples qui se rapportent au, euh, au défi de le développement durable. Il y a une école de futurs internationaux qui travaille avec une série d'organisations qui améliorent leurs stratégies et leurs offres utilisant une pensée vers le futur. On leur, on leur enseigne de inclure le futur dans leur stratégie. Ils, par exemple, euh, euh, offrir de l'eau propre, de l'hygiène dans des régions qui ne l'ont pas. Mais on dit que leur stratégie était diminuée à cause du fait qu'elles avaient des défis très grands et le travail, le travail qu'ils faisaient, euh, on a on a vu que était en partie inutile parce qu'il pensait de façon trop négative. Et il faut aussi penser à un futur positif. En développement, en développant une pensée future plus positive, et on peut aussi avoir des résultats positifs. Le deuxième, transformer en incluant des voies différentes et agences différentes dans ce que vous faites. Mais faire encore plus, la vision du futur est une chose très utile si vous avez une variété de personnes qui contribuent et qui font partie de cette conversation. euh, et cela donne des bénéfices. Ce que l'on veut faire aussi, avoir des outils qui donnent de la justice entre générations, qui donnent des solutions qui préparent les places à, à inclure des idées pour la génération suivante, pas pour maintenant, mais pour le futur, pour préparer le terrain pour les enseignements indigènes et pour les générations futures. Comment pouvoir les faire prospérer et survivre. Faire trouver des nouvelles façons pour, pour, euh, pour les assigner. Il faut dire que plusieurs premières notions ne vont pas. Et d'ici à 2030, il y a beaucoup de travail à faire pour les faire adopter les solutions qu'on suggère. Mais peut-être on peut incorporer de nouvelles approches euh, pour, par exemple, la Mongolie. Comment, dans cette région, par exemple, on pourrait donner des soins sanitaires en Mongolie euh, d'ici à 2030 dans de nouveaux systèmes
d'action. Si on pense aux innovations, aux nouvelles solutions, à des problèmes complexes, comment pouvons-nous inclure de nouvelles approches dans les années prochaines, d'ici jusqu'à 2030? Ma prochaine question est, êtes-vous prêt, chacun de vous, si vous devez faire des grands changements, comment êtes-vous prêt à y donner tous les changements? Et maintenant, en général, aux citoyens. Est-ce que vous êtes prêts pour la conférence? Mais est-ce que vous êtes prêts à faire le travail qui est nécessaire? Merci bien. Merci bien, Hélène, pour des pensées si utiles. Je pense que je suis prête. Nous avons quelques minutes qui restent pour les auditoires pour vos questions. Euh, euh, Posez vos questions dans le microphone. Si vous voulez poser une question, levez votre main et on va vous donner le microphone. Et merci pour votre présentation. Et je suis un PhD étudiante. Dans mon recherche, je suis intéressée aux méthodes qui s'occupent du futur. Et je m'occupe dans des stratégies d'intervention sur le climat. Ma question est, comment vous pouvez inclure les approches météorologiques à vos prévisions du futur? Est-ce que cela inclut vos approches aux communautés? C'est une très bonne question. Je suis, nous, nous, nous vivons dans un monde de quantité et en général, les gens s'occupent des nombres et des justifications des solutions de nombres beaucoup plus que des qualités de l'information. Mais euh, il n'y a pas de fait sur le futur, évidemment. Donc, ce n'est pas certain. Nous pouvons regarder le futur, mais ce n'est pas certain. Donc, nous devons nous occuper de la qualité. Oh, maintenant, euh, pour, certains gens pensent que nous inventons, mais nous utilisons des méthodologies qui s'occupent des prévisions raisonnables. Mais il faut suivre des méthodes très rigoureuses parce que les gens, évidemment, euh, donnent des réponses de qualité. Et- mais Mais si on fait seulement ça et si on ne s'occupe pas de qualité, on élicite des soupçons de ne pas être sérieux. Mais il faut aussi avoir des engagements différents et qui puissent avoir des suppléments des données et mettre les deux ensemble pour avoir quelque chose de productif et surtout qui est convaincant pour les gens qui observent. Merci pour votre présentation. Je suis de l'Université Laval. Vous avez mentionné les transitions et intelligence artificielle, smart cities.
Et je me demande si vous avez inclus dans vos perspectives les- l'idée de essayer, essayer de mettre la technologie numérique dans de sobriété. C'est des études prospectives démontrent il y a des parties de la technologie qui sont responsables pour euh, des impacts vers l'environnement et une partie qui va accroître plus rapidement, mais plusieurs études démontrent que si nous ne trouvons pas une nouvelle façon d'engager la technologie, l'impact sera vraiment important. Par exemple, euh, comment est-ce qu'on enlève le carbone dans les transports? Ils vont, et- si nos activités devraient être accrues par la technologie digitale. Il y a beaucoup de euh, cautions à appliquer à ces projections du futur. Je travaille beaucoup avec les autorités de tout niveau. Il y a un, un grand doute sur le fait de la technologie potentielle. La technologie, évidemment, a de grandes possibilités, mais la façon dont nous l'utilisons euh, il faut comprendre comment cela va influencer les impacts humains. Donc, ce que nous faisons est de créer des scénarios possibles sur le futur et de y mettre aussi des pensées qui défient les technologies ou qui suggèrent un autre côté de l'histoire, parce que je pense que c'est un point nécessaire de réflexion. En effet, nous avons la tendance à tout simplement euh, non pas le considérer, mais l'embrasser, adopter complètement. Mais il faut dire que les discours sur les implications de, de changement de système, euh, on pourrait tout simplement dire peut-être ce n'est pas trop mauvais, mais il faut considérer pour qui ça sera mauvais. Quels sont les niveaux de technologie qui, surtout, de quelle façon nous avons distribué les impulses et comment est-ce qu'on peut tout faire de façon à donner des provisions à tout le monde. Donc, nous avons ces discussions complexes de, de façon à incorporer la technologie est très bon, mais il faut avoir des cautions. On ne rejette pas parce que rien n'est parfait, mais il faut améliorer euh, nos émissions, le nombre de, ou bien améliorer le transport, améliorer les maisons. Ben, il faut avoir un équilibre. Nous avons le temps pour une question de plus. La question est, quelle est la signification de la transition numérique pour les communautés indigènes? Nous avons besoin pour les gouvernements, les systèmes gouvernementaux doivent s'occuper de tout ça. Il y a une division
grande entre les places qui n'ont pas accès à- à- au système technologique, mais et- on ne peut pas s'occuper seulement de la technologie dans les villes, mais aussi dans les places où il n'y a pas d'accès aussi rapide et aussi développé. Et en général, les gouvernementaux provinciaux doivent s'occuper de la distribution plus grande, mais pour le moment, ce n'est pas fait. On peut tout simplement demander fortement aux officiers provinciaux. Ce n'est pas seulement une question d'entreprise, mais c'est aussi une question gouvernementale. Pourquoi est-ce que on va séparer la notion entre âge et invalidité? Et quelles sont les préoccupations de maisons plus séparées? Pourquoi est-ce qu'on les sépare? Parce que les gens que ne sont pas vieux peuvent avoir des invalidités, mais pas tout le monde. euh, Plusieurs personnes qui sont invalides ont besoin de maisons différentes, mais pas tout le monde. Et c'est important d'identifier les différences, mais surtout pour les maisons, tout le monde aura besoin, euh, parle de questions de maison. Mais ma mère, par exemple, n'est pas expérience un déclin cognitif, donc elle ne peut plus habiter avec sa famille. Donc nous ne sommes pas capables de lui donner l'assistance nécessaire. Ben, maintenant, elle n'a pas la possibilité de, euh, elle n'a pas la possibilité d'habiter à seule parce que physiquement, elle est en bonne santé, mais sa santé mentale n'est plus bonne. Est-ce que nous pensons à cette partie de la possibilité de son problème? Aussi le système qui puisse lui donner la possibilité d'habiter chez elle et seule. Nous avons une dernière question. Merci beaucoup de la présentation. Quand vous avez dit qu'il fallait être hardi, cela m'a frappé un petit peu. Je travaille pour une ONG qui s'appelle Lift Up et nous aidons les hommes d'affaires noirs à démarrer leurs affaires. Je suis euh, infirmière et je travaille avec beaucoup de seniors. Et j'ai aussi pensé à ce que vous avez dit à propos des seniors. Et la question de la diversité et les logements des seniors. Parce que je remarquais dans les institutions où je travaillais pour la prise en charge des seniors, j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup de logements pour une population vieillissante. Mais lorsque vous parlez d'inclusion et de diversité, il n'y a pas de logement pour des personnes qui sont comme moi, particulièrement. J'ai pensé à cet aspect parce que c'est un grand défi lorsqu'on travaille avec les entreprises, c'est de trouver un financement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le plan par rapport au logement, non seulement qui vise la population générale, mais la population sexo-diverse? Parce que lorsque les personnes sont comme moi, ils ne savent pas comment s'y prendre, on nous laisse de côté et c'est inacceptable. Donc, je voudrais voir plus d'inclusion dans le programme qui va se mettre en place à l'avenir pour ce qui est de l'inclusion. Écoutez, vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas quelle est la réponse,
il faudrait parler aux institutions et effectivement, nous ne sommes pas tous pareils et nous devons le reconnaître. Et nous ne voulons pas non plus vivre tous de la même manière. Il y en a qui veulent habiter près de leur famille et d'autres qui veulent habiter tout seuls. Ça fait partie de la nature humaine. Nous devons aussi combiner les aspects qualitatifs et quantitatifs. Et dans les aspects qualitatifs, nous devons décrire ce que nous voulons en tant qu'individu, en tant que groupe de personnes, et aussi prendre en considération la population vieillissante. Comment faire en sorte que tout ceci soit possible? Il faut une pensée créative, je pense, et non penser uniquement en fonction d'une réponse qui réponde aux besoins de la moyenne, mais qu'à la fin, les besoins de personne ne sont satisfaits. Merci beaucoup de vos questions, merci de vos réponses. Nous devons passer maintenant à une pause. Après la pause, nous allons reprendre à l'extérieur. En dehors de la salle, il y a du café, de l'eau, etc. Vous pouvez continuer vos commentaires pendant la pause, mais pour les personnes qui sont ici en personne, revenez à 11 heures et nous allons passer au premier panel d'aujourd'hui, modéré par Hélène. Et il y aura aussi des amuse-gueules dans le hall. Vous pouvez, et ceux qui sont en ligne, vous pouvez vous préparer un petit café ou un thé et revenez à 11 heures. Et encore, nous allons applaudir Hélène une autre fois, s'il vous plaît.